Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Alors aujourd'hui on reçoit PH dans le podcast. Alors déjà pour commencer, je suis très heureux de l'avoir reçu. PH, il est entrepreneur, et il accompagne les créateurs d'entreprises, et il nous expliquera ses méthodes dans le podcast. Donc on a eu un peu plus d'1 heure d'échange, et je vous avoue que j'ai appris plein de choses, et je pense que ce sera aussi le cas pour vous. N'hésitez pas à faire appel à lui si vous souhaitez créer votre entreprise. Je mettrai les infos en description du podcast. Si le podcast vous a plu, je vous laisse aller me mettre une petite note sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Je vous cache pas que ça aide énormément pour le référencement. N'hésitez pas à me soumettre des idées ou des sujets sur lesquels vous souhaitez que je fasse un podcast. N'hésitez pas non plus à me recommander des invités inspirants. Et enfin, vous pouvez venir en message privé sur mon Insta pour me donner les points sur lesquels je peux m'améliorer. Allez, je vous laisse avec le podcast du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois PH dans le podcast, PH Pierre-Henri. C'est les initiales de Pierre-Henri. PH que je connais depuis une dizaine d'années. Déjà, on avait des amis en commun au collège, au lycée, et on a été en cours ensemble, en DUT. Ouais, c'est ça. Deuxième année, exactement, où on a bien rigolé. C'est la période The Walking Dead. Tu vois, je suis en train de tilter là. Voilà, ça date. On a bien rigolé. Première saison. Ça, le blackjack, alors on a bien... C'est vrai, ça, le casino, je me souviens. On a bien déconné. Donc, je voulais recevoir PH dans le podcast parce que je trouve qu'il a un parcours inspirant et un parcours intéressant. Alors, PH, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Quel âge as-tu? Que fais-tu? Ouais. Bah écoute, comme tu l'as dit, PH, donc ça veut dire Pierre-Henri, c'est mon prénom, et j'ai 30 ans. Actuellement, donc je suis indépendant, je suis à mon compte, et l'objectif de mon entreprise, ma mission, c'est de simplifier l'accès à l'entrepreneuriat. Du coup, je vais aider les personnes qui sont demandeurs d'emploi ou les personnes qui sont salariées et qui veulent se créer leur vie sur mesure, qui en ont marre du salariat, qui veulent entreprendre. Justement, je vais les aider à créer leur entreprise, à créer une entreprise qui va être viable, qui va être durable. On va travailler sur toutes les étapes de leur projet jusqu'à la création finale de l'entreprise pour qu'ils puissent en vivre et se créer justement cette vie sur mesure. Ok. Bah écoute, on va rentrer dans le détail par la suite. J'ai quelques petites questions avant qu'on rentre justement dans le détail. J'aimerais que tu me dises si tu as une personne qui t'a inspiré ou qui t'inspire, voilà, qui t'a inspiré au cours de ta vie, et pourquoi. Est-ce que cette personne c'est un proche, est-ce que c'est un acteur ou autre? Est-ce que déjà c'est le cas? Non. Non. Alors, oui et non. Dans le sens où j'ai pas forcément une seule personne qui m'a inspiré, mais c'est plus à des moments de vie différents où je vais consommer, je vais lire, je vais m'inspirer de personnes à des moments, voilà, de ma vie différents. Quand j'ai créé mon entreprise, j'ai consommé beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat. Il y avait des personnes qui me parlaient plus que d'autres. Okay. Et je consommais un peu tout ce qui est réalisé sur leurs réseaux sociaux, sur les podcasts, les livres, les vidéos YouTube. Et en fait, ça, à différents moments de ma vie, je vais avoir des personnes différentes qui vont m'inspirer. Mais je saurais pas dire que j'ai pas un mentor précisément. Ok, d'accord. Est-ce que, voilà, quelles sont les valeurs transmises, on va dire par ton éducation, tes parents, tes grands-parents, des valeurs auxquelles tu es encore attaché aujourd'hui? Ok, les valeurs transmises par mes parents, ça a toujours été j'ai eu une belle enfance dans un milieu modeste, mais j'ai toujours eu tout ce dont j'avais besoin. Je suis le deuxième dans la famille, et ma sœur avait 13 ans de plus que moi. Donc c'est un peu comme si j'étais fils unique. Et mes parents, ça s'est toujours bien passé, ils m'ont élevé. Il n'y a jamais eu de punition, il n'y a jamais eu de reproches. Ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Même quand j'étais adolescent et que j'ai commencé à faire quelques conneries, ils le voyaient de loin. Hein. Je sais qu'ils le voyaient de loin, mais ils m'ont toujours laissé le champ libre. Donc j'ai eu une belle liberté. Malgré tout, j'ai toujours été encadré. Ils ont toujours supervisé de loin mon entourage, ce que je faisais, l'école, mon orientation professionnelle, mais toujours assez habilement et adroitement dans le sens où ils se sont jamais initiés dedans, ils m'ont jamais obligé, ils m'ont jamais contraint à ce que je voulais faire. Donc enfance très chouette, ouais. Enfance très chouette. Ok. On va commencer par ta partie salariée. Alors déjà aussi les études un petit peu. Donc nous on a été en DUT ensemble, DUT gestion des entreprises et des administrations. Ouais. Et toi tu as continué?
J'ai continué sur une licence AES, Administration économique et sociale. Ouais. C'était le tremplin obligatoire. On était obligé de faire une 3e année, donc j'avais choisi cette année parce qu'en fait, elle était à côté de chez moi. Ok. C'était vraiment une année de passerelle pour aller sur le master banque finance, du coup, pour me spécialiser dans le domaine bancaire. Ok. Donc après, tu as travaillé en banque et du coup, pourquoi la banque? Pourquoi tu as décidé d'aller dans ce domaine? Alors, il y a deux choses. Déjà, j'ai décidé de pousser les études au maximum. Pourquoi? Parce que j'étais un gros flemmard et que, en fait, en étant étudiant, on peut se permettre d'être un gros flemmard. Oui. Et j'ai toujours eu, alors, voilà, quelques facilités, mais j'ai jamais excellé dans les études. Mais voilà, j'ai toujours réussi à faire le minimum syndical pour que ça soit convenable. Et donc, du coup, en étant étudiant, c'était un plaisir. Voilà, ça correspondait à mon état d'esprit où j'étais pas encore très mature. Donc, en fait, le fait de continuer les études, ça repoussait l'échéance du travail. De choisir ce que tu avais à Ouais, faire. de choisir, de rentrer dans le monde professionnel. J'ai toujours été, et je le suis encore, toujours un peu enfantin des fois dans mon état d'esprit. Et donc, du coup, le fait de rester un peu plus étudiant me permettait de conserver un peu cet état d'esprit. Ok. Et pourquoi la banque? Alors, ça va être un peu contradictoire, mais je sais pas du tout ce que je voulais faire. J'aimais bien les chiffres, j'aimais bien compter les billets, un peu radin sur les bords. Et j'entendais toujours mes parents me dire, la banque, ça tirait bien, la banque, ça tirait bien. Et D'accord. comme je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire, et que le métier de banquier, ça avait l'air assez sympa, pas trop compliqué, tu vois, j'en avais une image qui n'était pas du tout la bonne. Je me suis dit, allez, je me lance là-dedans, puis on verra. Ok. C'était ni plus ni moins comme ça. J'ai vraiment suivi pour faire des études, pour continuer, et pour me dire, pour repousser les chiens. Ok. Bah ça m'amènera une question d'ailleurs. Mais donc, t'as démarré donc en banque. Toi, t'étais chargé. Conseiller professionnel, conseiller pour Conseiller les professionnel. entreprises, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, bah ma question, c'est entre les études, l'image que tu te faisais de la banque et le grand saut dans le métier, t'as dû déjanter, je pense. Qu'est-ce qui t'a, on va dire, surpris ou qu'est-ce qui t'a changé en fait par rapport aux idées que tu t'en faisais? Alors oui, il y avait vraiment une différence entre l'image que j'en avais, surtout l'image tout petit quand je me disais ok, je serai un banquier un jour, mais on verra plus tard. Et quand je suis rentré justement dans le terrain, en fait, le métier était totalement différent dans le sens où il y avait un aspect, une dimension commerciale que j'avais pas du tout anticipé en fait à la base, Ok. un aspect administratif qui est démentiel, réglementaire aussi qui est assez astronomique. Malgré tout, en fait, je suis rentré en étant hyper carriériste, pardon, et en me disant, OK, je vais tout casser. Donc, en fait, tout cet aspect-là, en fait, je suis arrivé dedans, on m'a présenté le métier comme ça, je l'ai pris tel qu'il était. Donc, Ok. c'était pas tant catastrophique. C'est plus l'évolution au fil des années où j'ai commencé à me rendre compte de l'évolution du métier, où je me suis dit, au bout d'un moment, on en reparlera peut-être, mais OK, ça me correspond plus du tout. Mais quand je suis arrivé tu vois, en ayant faim, en me disant, OK, ça y est, j'arrive dans le monde professionnel, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de bien m'entendre avec mes collègues, j'ai envie que mes clients soient contents. Donc en fait, et puis on te présente le métier tel quel, avec l'administratif, bah tu prends, OK, t'apprends en fait, et on te le montre tel qu'il est. Et je me suis dit, OK, il y a des choses qui me chagrinent un peu moins, mais il y a des choses que j'aimais bien aussi. Donc en fait, ça compensait et j'étais plus focus sur j'ai une vision à 20 ans de, OK, je peux évoluer en ça, en ça, en ça, en ça. Et le domaine bancaire permet justement toutes ces évolutions que, voilà, je me suis pas arrêté sur les points Ouais, négatifs. t'y Ça, ils pensais sont pas arrivés bien forcément plus tard, les points négatifs. Ouais, t'y pensais pas forcément tout de suite. Non, Mais, non. ok. Donc tu étais chargé pro ok et moi j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais du coup ça peut être intéressant de l'évoquer à nouveau. Surtout que là ce sera le premier podcast où il y a un banquier qui intervient. Hmm. Tes journées type, elles s'organisaient comment? Qu'est-ce que tu faisais le matin en arrivant? Moi je le sais, hein, mais qu'est-ce que tu faisais le matin en arrivant? Et le déroulé en fait de ta journée. Le matin, focus sur les mails. On a quand même beaucoup de flux entrants par mail, des clients en interne et autres. Donc j'étais focus, j'avais besoin d'évacuer cette boîte mail parce que j'avais l'impression de décharger la journée le matin. Après le fidèle café du matin avec les collègues. Et puis la journée, elle était rythmée entre beaucoup d'administratifs sur des dossiers de financement et des rendez-vous clients. Donc il y avait, en fonction des journées, voilà, elle pouvait être rythmée par davantage de rendez-vous avec des chefs d'entreprise ou davantage d'administratifs
ou de réunions en interne, justement, parce qu'il y en a énormément dans le domaine bancaire, de réunions en interne. Donc voilà, rendez-vous administratif et réunion. Ok. Et on sait, hein, de toute façon, la banque, c'est du commerce, hein, et le commerce en général, et ben les employés, ils ont des objectifs. Qu'est-ce que tu faisais au quotidien pour atteindre tes objectifs, ou en tout cas pour essayer de les atteindre, parce qu'ils augmentaient au fur et à mesure que les années passaient. Et c'est toujours le cas, hein, je te dis. Ouais, ça, y a aucun problème. Alors j'ai l'avantage d'être passé assez rapidement parce que dès que j'ai démarré, au bout de 9 mois, j'ai évolué sur un poste d'expertise, toujours auprès des chefs d'entreprise. Et donc j'étais un peu épargné sur les objectifs. Ok. Dans le sens où on me demandait davantage d'être dans le conseil, chose qui commence à évoluer vers la fin, c'est pour ça que j'ai pris la tangente. Mais du moins quand j'ai commencé, en plus j'étais jeune, donc on me disait voilà, sois focus, un peu plus focus sur le conseil. Et les objectifs commerciaux, bien sûr, t'en as, mais ils étaient réalisables. Et j'avais un chef qui était assez bienveillant dans le sens où, ok, je les atteignais jamais mes objectifs, parce que j'étais vraiment dans la démarche conseil. Et les objectifs, enfin, je les ai toujours pris et mis à côté. Ok. Si tu veux, ça m'a jamais préoccupé. Et ça m'a jamais préoccupé parce que j'avais un N+1 qui était assez bienveillant justement à cet égard, contrairement au N+2 et autres. Enfin voilà, il y a eu une évolution vers la fin, mais du coup, les objectifs commerciaux, honnêtement, c'était vraiment secondaire. Ok. Et donc, tu as démarré chargé pro, et ce deuxième poste, c'est le poste que tu as gardé jusqu'à la fin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Qui était, bah, explique-le rapidement, en fait, c'est Alors, chargé pro, mais... le terme, ouais, voilà, c'est entreprenant plus, mais entre guillemets, pendant les 9 premiers mois, j'intervenais sur des portefeuilles de 0 à 750 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Et au bout de 9 mois, j'ai évolué sur un poste où j'accompagnais les entreprises de 750 000 à 3-4 millions de chiffre d'affaires. Ok. Donc, ouais. Donc, quand on est conseiller, justement, sur la première partie, on faisait et le particulier et le professionnel. Donc là, du coup, on a quand même pas mal d'objectifs, mais vu que je venais de commencer, on m'avait dit, bon, bah voilà, la première année tranquille. Et tout de suite, en fait, j'ai évolué. Donc, j'ai refait une nouvelle année sur un nouveau poste. Donc, on m'a encore dit la première année tranquille. Et là, j'étais spécialisé dans le pro. Donc là, je prenais beaucoup plus de plaisir. Et c'est pour ça que voilà, j'avais quand même des objectifs un peu moins présents. Ok. Et sur la partie particulier, tu étais accompagné des CGP ou des conseillers en gestion patrimoine, non? Sur la partie part? Non, j'avais non. pas de, non, Non? non, Non, pas vraiment. pas spécialement. On était un peu autonome. Les synergies justement avec les conseillers en gestion de patrimoine, ça a été assez compliqué justement à mettre en place. C'était une grosse volonté de la banque, mais ça a toujours été fait de façon maladroite. Ok. Donc en fait, ça a jamais pris. Ça n'a jamais fait, ok. Ok. Et donc, tu as fait ça, enfin, la banque, pendant combien d'années? 2016 à 2022. Ok. Donc, 6 ans. C'est ça. 6 ans. Ok. Et tu t'es lancé, bah, à ton compte? Ouais, c'est ça. En 2022, du coup, j'ai décidé de stopper pour plein de raisons et justement de créer mon job sur mesure, d'utiliser ma zone de génie, ce que j'aimais faire, de réunir un peu tout l'environnement idéal, tout ce que j'aimais faire et d'en créer un job, justement un job sur mesure qui me correspond et qui peut aider justement les personnes que j'accompagne. Ok. Alors, parce que PH, je le partagerai dans les liens du podcast, mais il a un compte professionnel, Instagram. Oui. Et en fait, tu l'avais évoqué sur les premiers posts pour te décrire, Oui. et décrire un petit peu pourquoi tu étais passé dans le volet entrepreneurial. Enfin, pourquoi tu avais décidé de passer le pas. Bon, il y avait des raisons pro, je pense, par rapport à ce que tu disais un petit peu juste avant, peut-être plus en accord avec tes valeurs et la banque, et aussi des raisons perso. Donc, est-ce que tu veux évoquer un petit peu les deux? Oui, aucun problème. Au niveau pro, le monde de la banque, il évolue très vite et mon job, il a énormément évolué dans le sens où tous les ans, je perdais un peu plus d'autonomie. On avait eu en plus un changement managérial qui, moi, me correspondait plus du tout. Une ambiance de travail qui devenait sinistre. Okay. Donc, en fait, ça faisait plein de choses où je prenais plus de plaisir à aller au boulot. On m'imposait une liste de clients que je devais contacter. Je n'avais plus du tout d'autonomie. Là, le commercial prenait davantage le pas sur le conseil. Du moins, pour moi, c'était mon ressenti. Et le job, du coup, il me correspondait plus du tout. Je mettais ma langue
mon poing dans la poche et du coup je serrais le poing toute la journée pour éviter de partir quoi en furie quoi. Ok. Parce que vraiment j'avais les nerfs quoi, ça me correspondait plus du tout. Dès qu'on essayait d'argumenter, en fait ça passait pas, il y avait pas de dialogue et enfin voilà. Du coup j'étais stressé, j'étais énervé, j'avais la boule au ventre. Limite à cette époque vers la fin, on faisait même des crises d'angoisse. Hein. Ok. Donc des fois j'étais obligé de rentrer dans mon bureau pour voilà, j'étais sur tension quoi tout le temps, j'étais en surtension. Donc voilà, ça commençait à avoir bah, à se ressentir au niveau physique. Donc du coup, ça se ressentait dans ma vie perso. Et à côté de ça, j'ai eu un heureux événement, c'était la naissance de mon petit, de mon premier enfant. Et quand il est né, ça a été le déclic, vraiment. Enfin, quand on le dit, c'est vrai, la naissance d'un petit, ça a créé un déclic. J'ai reset mentalement et je me suis dit, ok, je peux plus arriver à la maison, avoir le poing dans la poche pendant 1 heure, 2 heures, le temps de redescendre en pression. Ok. Je peux plus finir à 18h30, 19h parce que j'ai une inauguration, parce que je suis obligé de faire des heures sup, parce que j'ai un dossier à finir pour demain. Ça, je veux plus le subir. Et je veux pouvoir en profiter, je veux pouvoir être zen, je veux pouvoir être mieux. Je veux pouvoir être là pour lui en fait. Donc je me suis dit ok, il est temps d'arrêter et justement d'entrevoir de nouvelles possibilités. Et ces possibilités en fait, ça a été justement l'entrepreneuriat. Ok. Et justement, je vais avoir plusieurs questions là, mais dans les différentes étapes. Donc, tu as eu en fait ce premier déclic par rapport à la naissance de ton fils, Ouais, et puis le fait que le boulot en fait ça correspondait plus du te tout. correspondait plus du tout. L'idée de créer ta boîte, déjà, c'est fait quand tu étais encore salarié. Oui. Alors, tu voulais être, enfin voilà, tu as voulu créer ta boîte quand tu étais salarié. Est-ce que tu as eu l'idée pendant que tu étais salarié, enfin l'idée de ton business actuel, Ouais. est-ce que tu l'as eu pendant que tu étais salarié encore? Comment elle t'est venue cette idée? Je sais pas, est-ce que tu as fait parce que j'ai des entrepreneurs qui m'ont dit qu'ils ont fait des bilans de compétences en étant salarié ou autre. Toi, comment est-ce qu'elle t'est venue cette idée en fait d'accompagner les autres? Alors il y a eu plusieurs étapes dans le sens où j'ai toujours travaillé avec des chefs d'entreprise. J'ai toujours baigné dans ce monde de l'entrepreneuriat. En fait, dès que j'ai commencé à travailler, je me suis toujours nourri d'entrepreneurs qui étaient pleins d'idées, qui étaient charismatiques. Alors attention, hein, c'est pas des surhommes, hein, ça restait des hommes comme tout le monde qui de temps en temps avaient des moments de faiblesse, qui de temps en temps avaient besoin de voir des psychologues. Il y en a qui en étaient vraiment dans le partage. Hein. Chacun avait ses moments de faiblesse. Être entrepreneur, ça veut pas dire être un surhomme, mais ils étaient tellement inspirants. Je voyais des réussites, je voyais des chefs d'entreprise qui vivaient avec passion leur job, que je savais qu'un jour j'allais entreprendre. Ok. Ça c'était clair et net. Je savais pas quand, mais je savais qu'un jour je créerais mon entreprise. Ça, déjà, le postulat, je l'avais fait assez tôt. Ok. Ensuite, l'idée, non, elle est pas venue tout de suite. Au début, j'ai voulu me lancer dans un side project. Donc Ok. un side project, c'est une activité secondaire pour en fait me dire, ok, quand je rentre, en fait, je pense à autre chose. Et le boulot, la banque, ça devient un boulot alimentaire et je laisse couler. J'essaye de passer à autre chose. On me demande, je fais et je prends plus de plaisir sur mon deuxième activité. C'était plus une activité qui était liée à la passion. J'aime bien tout l'univers geek, l'univers des mangas et donc du coup je connaissais 2-3 dessinateurs. Et je me suis dit ok, pourquoi pas faire une boutique en ligne où on vend justement les prints. Voilà. Tout Ok. simplement. D'accord. Eux, ils avaient pas trop la compétence pour vendre. Eux, c'était vraiment des passionnés de dessin. Moi, je me suis dit, ok, je vais juste plus gérer les envois, les commandes, le site internet, enfin l'aspect commercial et autres. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, le print, il y a toute une ambiguïté juridique dans le sens où lié au droit d'auteur. Ok. C'est pas tout à fait, c'est pas, enfin si c'est illégal, mais en fait, il y a une tolérance. Jusqu'au jour où de temps en temps ils interviennent dans des expos où ils disent bah toi en fait c'est bon t'es dans l'abus et donc du coup on arrête tout ce que tu fais et après je sais pas jusqu'à où ça va mais potentiellement des amendes. Malgré tout il y a quand même un flou juridique où il y a une grosse tolérance mais de temps en temps tu sais pas pourquoi ça peut sauter sur quelques-uns où on va les attaquer histoire de faire des exemples. Donc je me suis dit ok, j'ai pas du tout envie de me lancer dans une activité qui peut être ambiguë. J'ai essayé de faire les choses correctement en obtenant les droits d'auteur, sauf que c'était au Japon, en Chine pour une activité secondaire, si tu veux, j'avais pas l'énergie, Ouais. un peu compliqué. Donc t'as vraiment lancé le site ou Non. t'avais juste l'idée? Le site, ouais, j'avais fait le logo, enfin, pas le logo, mais du moins je connaissais une personne proche de moi qui était capable de faire les sites internet, où j'avais déjà fait un plan, des choses comme ça. Ok, d'accord.
Donc j'étais quand même bien avancé et en parallèle j'ai essayé justement d'être le plus clean possible au niveau juridique. Malheureusement j'avais pas de retour des ayants droit et autres, donc au bout d'un moment je me suis dit ok, ça, on laisse tomber pour gagner 3 francs 6 sous. En plus il allait quand même avoir la naissance de mon enfant, donc je me suis dit gérer 2 jobs plus la naissance de mon enfant, bon Ça allait être compliqué. ouais ça allait être compliqué, c'était pas le moment. Ok. Donc ça c'était la deuxième étape. Et après je me suis refocus en me disant tout de suite, hein, ça c'était par exemple au mois de décembre 2021. Au mois de janvier 2022, je me suis dit, OK, il faut repenser à autre chose. Mon petit avait déjà, du coup, été né en septembre, donc il avait déjà 4 mois. Et c'est là, j'en avais ras-le-bol de la banque. Je me suis dit, OK, il faut repenser à autre chose. Donc, du coup, j'ai fait toute une phase d'introspection. Une phase d'introspection, d'ailleurs, que je fais avec chacun de mes clients dans chaque accompagnement. Je me suis dit, OK, dans quoi t'es bon? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Quel environnement tu veux avoir avec l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je souhaite, c'est-à-dire au niveau des horaires de travail, au niveau de ma disponibilité, quel salaire je souhaite avoir, qu'est-ce que je sais faire, où sont mes compétences, dans quel domaine d'activité je prends du plaisir, où je pourrais me former. En fait, tout simplement, le résultat, c'était je vais utiliser ma zone de génie, c'est-à-dire je vais utiliser ce que je sais faire. La zone de génie, c'est les compétences actuelles. Je prends du plaisir, parce que je prenais beaucoup de plaisir à accompagner les entrepreneurs. Donc en fait, je vais simplement extraire cette compétence-là, la développer et créer tout un job autour de cette compétence. Un job sur lequel, en fait, il y a un job qui existe déjà, hein, parce que de l'accompagnement à la création d'entreprise, je suis pas le premier à le faire, je suis pas le dernier, mais le faire de façon différente de ce qui existe sur le marché. Ok. Donc en utilisant une compétence, cette compétence, bien évidemment, j'ai dû m'auto-former pour la développer, parce que je maîtrisais une partie de l'entrepreneuriat, je maîtrisais une partie de l'accompagnement pour créer une entreprise, mais il y avait tout un aspect au niveau marketing et communication que je ne maîtrisais pas. Et donc du coup là j'ai dû faire beaucoup d'auto-formation, donc pour arriver à un niveau convenable déjà pour mon entreprise et pour les personnes que j'accompagne. Et ça, donc tu étais toujours salarié quand tu en étais à... Ouais, j'étais toujours Voilà. salarié, donc du coup c'était au mois de janvier, février, et donc du coup petit à petit j'ai mis mon business model, mon business plan en route, on va dire, Ouais. pour utiliser des mots qui sont un peu connus, et j'ai fait après mon dossier d'émission création d'entreprise. Ok. Parce que dans la banque, ils te laissent pas partir. Tu Ouais. démissionnes, mais si tu démissionnes, t'as pas le droit au chômage, ou potentiellement avec une franchise, et il y a aucune certitude. Si tu veux, le dossier, il est réétudié au bout de 4 mois quand tu démissionnes. Ça passe devant un jury. Théoriquement, si tu fais les choses correctement, il y a 99% de chances que le jury accepte le dossier. Mais il y a toujours quand même cette épée de Damoclès où tu te dis, OK, potentiellement, j'aurai jamais le droit au chômage. J'aurai jamais mes aides. Donc là, c'est un peu angoissant. Donc je me suis dit, OK, il existe un process qui s'appelle démission création d'entreprise. Donc j'ai suivi ce process qui me permet de démissionner en présentant son projet et d'avoir une attestation à la fin où on te dit, OK, tu as le droit de démissionner et de percevoir tes droits au chômage tout en créant ton entreprise. Ok. Donc là, c'est de façon certaine. Donc là, t'es parti avec ça. Donc t'avais le droit à combien de temps de chômage? 2 ans. 2 ans de chômage. 2 ans, ouais, c'est ça. C'était, ouais. L'époque, 2 ans, maintenant c'est 18 mois, c'est ça? Maintenant, c'est 18 mois et au mois de juin, ça va encore baisser. Ok, d'accord, bah tu vois. Tu vois, il devait baisser au 1er janvier 2024, sauf qu'ils ont mis trop de temps à mettre le texte en route, à se décider, je pense. Et donc, du coup, au mois de juin 2024, ça va encore baisser. Ok. Donc toi, du coup, les étapes, donc l'idée a germé quand tu étais encore salarié, t'as fait on va dire cette étape aussi de démission reconversion. T'as démissionné du coup en 2 juillet 2022. 2 juillet t'as la date en plus. Ça, c'est les dates qu'on retient. Je pense qu'on retient 2 juillet 2022. Je pense que tu t'es peut-être laissé l'été un petit peu, non, même pas, ou... J'avais déjà créé mon entreprise au mois de mai, en fait. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait un hack sur Pôle emploi qui est tout à fait légal, hein, que j'ai voulu tenter et qui fonctionne, qui me permettait en fait d'avoir 100% de mon chiffre d'affaires et 100% de mes droits au chômage. Oui, alors qu'à l'heure actuelle, si tu touches des revenus, oui, en tant que, donc t'es auto-entrepreneur, on précise. J'avais fait le choix de la micro-entreprise, parce que je travaille à domicile, j'ai aucune charge, donc en effet, ouais. Donc t'as fait le choix de la micro-entreprise. Là, à l'heure actuelle, si tu perçois du coup, on va dire des revenus sur ton auto-entreprise, du coup, tu les touches pas forcément sur. Sauf le hack existe encore. Okay. En fait, il suffit simplement de créer la micro-entreprise. Allez, moi je recommande 2 mois avant la fin du contrat. Okay. Donc, de cumuler du chiffre d'affaires sur la micro-entreprise et sur le job de salarié pendant 2 mois. Ensuite, tu perds
tu perds ton job de salarié. Et quand tu arrives auprès de Pôle emploi, c'est une intelligence artificielle qui regarde ton dossier. Même le conseiller, de toute façon, il connaissait même pas le principe. En fait, l'intelligence artificielle va dire, OK, cette personne avait besoin de 2 revenus pour vivre. Elle avait un revenu de micro-entreprise, peu importe le montant, et elle avait un revenu de salarié. Donc en fait, on va l'indemniser sur l'emploi perdu, donc l'emploi de salarié. Ok. Sans tenir compte, en fait, des revenus de la micro-entreprise, puisqu'il en avait déjà. Il avait besoin de ces 2 revenus pour vivre. Tu vois. Donc du coup, en fait, tu es indemnisé sur l'emploi perdu, et ça ne tient pas compte de ton chiffre d'affaires que tu vas réaliser justement sur la micro-entreprise. Alors que si tu l'as créé après, là, oui, t'en tiens compte. C'est-à-dire que dès que tu fais du chiffre d'affaires, ton allocation, elle baisse. Ok. Donc là, potentiellement, je pouvais perdre 5 000 euros de chiffre d'affaires en micro-entreprise et avoir mes 2 000 euros de chômage. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est assez méconnu. Il faut bien le calibrer. C'est pour ça qu'il faut bien préparer le projet avant. Et ouais, c'est intéressant. Et tu disais que tu t'étais formé sur la période à partir de janvier. Du coup, tu t'es formé sur, je pense, un peu toutes les compétences Oui. du chef d'entreprise, et dont notamment ces Oui. choses-là. Hein. Ouais, je connaissais pas ça. Et C'est vrai, c'est vraiment une spécificité que je connaissais pas. Là où on est bon dans le domaine de la banque, c'est sur l'analyse des business plans, plus l'aspect critique, surtout l'aspect chiffré des projets prévisionnels, sur l'aspect informel, tu vois, le ressenti que tu vas avoir auprès de la personne. Tu vas les questionner, donc toi tu vas savoir, au bout d'un moment, t'as vu tellement d'entreprises différentes, tu les as tellement questionnés sur leur stratégie, sur leur business model, leur façon de communiquer, leur façon de trouver des clients, leur vision à long terme, qu'en fait, au bout d'un moment, tu as des questions qui sont mécaniques, qui sont logiques pour construire un projet. Mais ouais, j'ai fait beaucoup d'auto-formation, ouais. Pour avoir, en fait, un canevas qui va être logique, un canevas d'étapes qu'on va suivre pour monter un projet qui va être, justement, efficace, viable. Mais du coup, pour pas partir dans tous les sens. Vraiment pour avoir cette ligne directrice et une façon de l'amener, une façon de euh, de former, une façon d'accompagner qui va être différente, pas qui va être poussiéreuse comme peut le faire par exemple la CCI ou autre, où on va te parler de l'étude de marché, on va te demander de faire des statistiques et autres alors que ça rime à rien. Tu vois, c'est vraiment d'amener des concepts qui sont existants et de le faire de façon un peu plus moderne, quoi. ok. Et donc ça, tu l'as fait beaucoup d'auto-formation. C'était quoi? C'était les soirs en rentrant du boulot? C'était Ouais, c'est ça. Ouais, c'était en dehors du job et puis même les premiers mois de mon activité. Hein. Le programme, il m'a fallu 1 an avant de le sortir. D'accord. Ah oui. C'est-à-dire que à côté de ça, je faisais d'autres prestations. Mais là où j'ai commercialisé, où j'ai mis en place mon programme, donc j'ai démissionné officiellement en juillet 2022. La première fois que je l'ai commercialisé, c'était en juillet 2023. Ok. Donc oui, 1 an après. Ouais. Il m'a fallu énormément de temps pour construire justement quelque chose qui va être logique, ludique et qui va pouvoir correspondre à un panel d'entreprises assez varié. Donc ouais, c'était costaud. Ouais. Ok. Et c'était hyper intéressant, franchement. Je trouve ça fou. Et donc, si tu veux, du coup, si tu veux un petit peu parler de ton activité, donc tout à l'heure, tu as dit que tu accompagnais justement les personnes qui étaient demandeuses d'emploi ou qui allaient l'être. Ouais, ou qui sont d'emploi. salariés mais qui veulent Voilà. directement pas. Tu veux parler un petit peu de ton programme, ton activité, sur quel point exactement tu accompagnes Ouais. tes clients. Alors déjà pour accompagner mes clients, je suis passé directement à organisme de formation. C'est-à-dire que dans le domaine de la formation, soit tu es certifié, soit tu ne l'es pas. Et il y en a énormément qui ne le sont pas en fait, parce qu'ils vont faire des formations qui vont faire des formations e-learning, des choses comme ça non certifiantes. Ok. Et donc du coup, ils ne sont pas organismes de formation certifiés. C'est juste une entreprise lambda qui vend de la formation, mais de la formation non certifiante. Donc, moi, j'ai décidé plutôt d'être un organisme déjà certifié, d'obtenir la certification qualité Calliope, qui me permet également de pouvoir travailler avec les fonds type CPF et tous les fonds publics, les fonds pour l'emploi, etc. Et qui va permettre d'avoir un programme qui va être un peu plus premium, c'est-à-dire avec un prix quand même qui va être un peu plus... Parce que du coup, il y a un vrai accompagnement, mais un accompagnement qui va être pris en charge. Ok. Par le CPF, ouais. Par le CPF notamment. Que tous les salariés en plus peuvent obtenir. Salariés et indépendants, parce qu'en fait, sur une année pleine en CPF, tu cotises 500 €. Quand tu es chef d'entreprise, tu cotises aussi 500 €, donc ça ne s'arrête jamais.
Et c'est cumulable jusqu'à un plafond de 5 000 euros. Ok. Donc potentiellement, si tu as travaillé 2 ans, tu as 1000, si tu as travaillé 3 ans, tu as 1500, et si tu as travaillé 10 ans, tu es au plafond, quoi. Ok. Donc toi, t'es certifié du coup Calliope. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était un gros boulot aussi quand je me suis lancé. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'est pour ça aussi que j'ai pas pu me consacrer tout de suite à créer un programme complet. Parce qu'au niveau administratif et réglementaire, c'est hyper lourd. Bah, c'est surtout que moi qui est extérieur à ça, tu vois, pour être finançable via CPS, je savais même pas qu'il fallait obtenir ces Ouais. certifications. Enfin, Si, ça, si, c'est des si. choses que tu vas voir où. Enfin, comment tu sais que. Bah en fait, quand tu commences à te renseigner sur un projet, il y a une phase de recherche sur ton projet, c'est-à-dire, OK, je vais faire de l'accompagnement à la création d'entreprise, qu'est-ce qui existe, quelles sont les possibilités de le faire. Puis c'est à ce moment-là, quand tu fais ton travail un peu, si je dois mettre le mot dessus, d'étude de marché. Tu vois, c'est le travail de recherche où tu dis, OK, tiens, il y a cette personne qui le fait, cette personne qui le fait. Tiens, après, tu découvres le milieu de la formation, le milieu de la réglementation de la formation, où là où tu commences à rentrer dedans petit à petit, et donc du coup tu découvres la partie en fait réglementaire, la partie certification, la partie qualité, la partie CPF, puis après donc du coup bah tu vois tu creuses jusqu'à trouver un peu une proposition de valeur qui va être unique, et tu dis ok, voilà tout ce qui existe sur le marché. Enfin, c'est ce que je te conseille à faire à tous mes clients. Voilà tout ce qui existe sur le marché dans ce que je veux faire, picorer un peu toutes les bonnes idées et créer quelque chose qui va être unique en fait. Prendre un peu le meilleur de tout ce qui existe. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Hein. C'est pour moi j'ai pris le meilleur de tout ce qui existe et j'ai créé un accompagnement du coup et via l'intermédiaire de la certification, quelque chose voilà de très réglementé avec une démarche qualité et compagnie. Ok. Et toi, ton accompagnement, en fait, tu accompagnes les personnes de A à Z, c'est-à-dire à partir du moment où ils ont l'idée de créer leur boîte jusqu'à. Enfin, est-ce que tu fais même aussi un accompagnement après? Enfin, j'en sais rien du coup. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Des fois, je fais uniquement du sur-mesure, dans le sens où si la personne, elle vient me voir, elle a besoin simplement du dossier de financement, je vais lui faire simplement son dossier de financement. Okay. Si elle a besoin uniquement, par exemple, elle veut faire le dossier d'émission création d'entreprise, on va juste faire le dossier d'émission création d'entreprise. Idem, si elle a besoin uniquement du prévisionnel du statut juridique, je vais juste répondre à cette problématique. Ça, c'est mes services annexes. Après, mon accompagnement, du coup, signature, c'est vraiment, on va partir de l'idée jusqu'à la création juridique de l'entreprise. Okay. Donc, on va balayer 8 étapes. Le 8 étapes, pour les faire rapidement, il y a une première étape d'introspection, justement, pour savoir, OK, cette idée, est-ce qu'elle te correspond? Qu'est-ce que tu veux obtenir avec l'entrepreneuriat? Quelles sont tes compétences? Quelles aides tu peux obtenir? Parce qu'en fonction des aides, tu fais pas le projet de la même façon. Okay. Et donc, du coup, on travaille vraiment là-dessus. OK, maintenant, une fois qu'on a l'idée, on va transformer cette idée en stratégie. Et pour ça, ça va être toute la phase d'étude de marché. OK, on va regarder les concurrents. On va regarder l'environnement dans lequel on va évoluer. Parce que l'environnement, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir agir. Comme la technologie, la politique, l'économie, tout le volet social et solidaire. Tu vois, c'est des choses qui sont décidées des fois par le gouvernement, par d'autres entreprises et autres, mais qui peuvent influencer notre secteur d'activité. Okay. C'est notamment le cas de l'immobilier aujourd'hui qui est vraiment chamboulé avec tout l'aspect politique, écologique, dans le sens où demain, ils veulent que des bâtiments qui vont être verticales. Les PLU, c'est de plus en plus compliqué pour les obtenir. Et donc, tu vois, tu te lances dans le design d'espace, tu te lances dans l'architecture d'intérieur, tu te lances dans tout ce qui va concerner l'immobilier. Il faut en avoir conscience de ça. Okay. Parce que ça peut être un frein à ton projet, comme ça peut être une opportunité. Donc, l'environnement, il faut en prendre connaissance. C'est également là, moi, que j'ai découvert la partie organisme de formation, qualité, Calliope et compagnie. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et donc, tu viens avec cette idée, une idée, tu fais tout ce travail de recherche, et à la fin, tu décides d'avoir une proposition de valeur unique. Une identité, un début de stratégie. C'est-à-dire, OK, bon, bah maintenant, je sais à qui je vais m'adresser, je sais maintenant comment je vais le faire, je sais ce que font mes concurrents, moi, je sais en quoi je vais être différent, je sais quel va être mon positionnement. Et donc là, maintenant, après, ça va être le but, ça va être de travailler un peu sur ses offres, sur son business model. C'est-à-dire comment je vais gagner de l'argent maintenant avec ma stratégie d'entreprise. Quelles offres je vais créer. Puis une fois que tu as créé tes offres, comment je vais la communiquer, comment je vais me faire connaître, comment je vais pouvoir la vendre. Donc il y a tout l'aspect communication et marketing. OK. Comment je me fais connaître, quel plan de communication je vais mettre en place, quelle stratégie je vais utiliser. Après on travaille là-dessus. Et puis après, une fois que tu sais maintenant comment tu vas trouver tes clients, il va y avoir l'aspect un peu réglementaire, statut juridique. OK. Bon, maintenant comment je me lance? Ma stratégie elle est claire.
Il va falloir que je crée une entreprise. Donc, quel statut juridique j'utilise? Donc, du coup, pour ça, il va falloir se mettre à niveau sur tout l'aspect comptabilité, sociale, URSSAF, tu vois, savoir il y a des incontournables à connaître pour faire le bon choix. D'accord. Puis à partir de ce choix, on va poser le projet sur un prévisionnel ou du moins on va mettre des chiffres sur le projet. On va essayer de se projeter. OK, est-ce qu'il est viable financièrement? OK, si tu réalises X nombre de ventes, combien tu vas pouvoir te rémunérer? Quelles vont être tes dépenses? Est-ce que tu as besoin d'investir? Est-ce que tu as besoin d'un financement? Tu vois, on va cadrer tout ça au niveau financier parce que du coup, les finances, c'est ce qui quitte n'importe quel projet. Hein. In fine, peut-être que tu vas t'apercevoir qu'il va falloir faire un nombre important de ventes, des fois pour toucher 2500 euros. Est-ce que tu es OK avec ça ou est-ce que tu n'es pas OK? Il y en a qui sont totalement OK et on y va. Et il y en a qui vont se dire, ah ouais, OK, je m'apercevais pas qu'il fallait que je fasse autant de ventes, que j'avais autant de dépenses au final parce que j'avais pas pensé à tout et j'avais pas imaginé qu'il y avait autant de taxes. Et au final, ma rémunération, si je fais ça, elle est de 2000 euros. Il y en a qui ont des prétentions plus importantes. Donc, c'est important de cadrer ça au niveau financier. Et puis après, il y a la partie réglementaire, se mettre, OK, à niveau réglementaire et conformité, qu'est-ce que je dois respecter au niveau de la comptabilité, au niveau des documents juridiques obligatoires, les CGV, les mentions obligatoires et compagnie. Puis après, on passe à l'administratif. Ouais, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Ouais, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Tout ça, faut se mettre à niveau parce que sinon on peut vite se retrouver en non-conformité. Et la dernière étape, c'est OK. Maintenant, je m'apprête à lancer mon entreprise. Quelles sont les formalités que je dois faire pour créer mon entreprise et quelles sont les formalités que je dois faire une fois que j'ai créé mon entreprise. Tu vois, faut que ça soit clair. Et après, comment je vais gérer mon entreprise. OK. Donc en fait, on fait tout. Ouais, l'accompagnement, il est vraiment complet. Ouais, il est complet. Il est complet. Puis après, il y a plein de bonus. Mais bon, le but c'est pas de vendre mon programme, mais ouais, il est complet. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le créer. OK. On comprend les 1 an avant de sortir le programme. C'est ça. Ouais. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde, mais non, mais c'est hyper intéressant, je trouve. Mais en tout cas, ce plan-là, alors tu peux le faire en temps accompagné, mais tu peux également le faire en autonomie si tu le sens. Mais ce plan-là, il est universel en fait. OK. Il est universel. Et donc ça, on en avait parlé. Donc toi, quand tu as décidé de lancer ton activité, tu as développé en fait une partie réseaux sociaux. Tu as créé un compte Instagram. J'aimerais en fait que tu évoques un petit peu ce qu'on s'était dit, les difficultés que tu as rencontrées. Enfin, en tout cas, l'image que tu t'en faisais et qu'est-ce qui en ressort en fait. Qu'est-ce qui en ressort et puis, ouais, clairement, les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as décidé aussi enfin, est-ce que tu as redirigé ton business, ou en tout cas ton canal d'acquisition? Alors, oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux et Instagram est un pionnier dans les réseaux sociaux. Enfin, il y a LinkedIn, il y a Pinterest, il y a Facebook, YouTube et le podcast. Enfin, il y a tout. C'est très, très, très contemporain. Ça fonctionne. Et c'est un peu le canal universel que tout le monde veut utiliser quand il se lance dans l'entrepreneuriat. Et c'est flagrant même quand je questionne les porteurs de projets. OK, comment tu vas te faire connaître, comment tu veux communiquer? Les réseaux sociaux. Et puis on parle que de ça. OK. Et moi-même, hein, je me suis dit, OK, Instagram, pour ma cible, c'est une évidence. Il faut que je sois dessus. Par contre, j'avais sous-estimé, et ça, aujourd'hui, je le véhicule beaucoup dans mes programmes, j'avais sous-estimé les compétences que ça demande et l'énergie. Et en plus, alors, il y en a, ça va être naturel pour eux de le faire. Pour moi, ça ne l'était pas du tout. Oui, parce que pour détailler un petit peu, en fait, tu faisais des vidéos, des petits réels. Ouais, des réels, tout ce que demande Instagram, ouais, les réels, les vidéos, les stories. Et en fait, du coup, il y a quand même une multiplication des possibilités. Il faut mixer, enfin, il faut être très adroit en marketing pour utiliser les réseaux sociaux. En fait, on se fait une fausse image. On dit, OK, il va falloir faire un post, une description, puis ça y est, les clients vont arriver. Non, pas du tout. Il faut être très adroit au niveau marketing. Il faut être très créatif pour éviter de faire des posts qui se ressemblent. Il faut également maîtriser une partie graphisme parce qu'il faut faire quand même des choses qui soient quand même assez jolies, assez percutantes. Donc, il y a plein de compétences à maîtriser et ça demande un gros boulot parce qu'il faut être présent quotidiennement. Et moi, ça me correspond pas en fait. Je suis pas déjà très à l'aise sur les réseaux sociaux. Je suis pas quelqu'un qui veut montrer. Alors, il y a pas forcément besoin de montrer sa vie perso, mais
faut tout le temps avoir besoin de dire quelque chose, Oui. de faire du contenu, et ça, c'est pas quelque chose, moi, qui m'enchante. Entre guillemets, il y en a beaucoup qui vendent, entre guillemets, leur lifestyle, Oui. si je puis dire. Et puis derrière, ça nécessite, c'est pas on fait un post ou on fait un réel et ensuite on attend que les ventes se Non, fassent non, et tout ça est se fait tout le interconnecté. temps. Il faut être régulier en fait. Il faut être régulier et tout est interconnecté. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir une vraie logique. On va faire un post, après on va faire la story qui est associée à ce post, puis après on va essayer de rediriger vers éventuellement des messages privés, ou alors via le site internet, ou alors via un e-book qu'on va. Tu vois, en fait, c'est une sorte de mini tunnel de vente où en fait il y a plein d'étapes qui vont être interconnectées pour mener la personne qui va regarder notre post jusqu'à l'étape finale. Et ça demande de grosses compétences en marketing et d'être tout le temps présent. Ça, c'est beaucoup d'énergie, énergie que moi je n'avais pas pour. Ok. Moi, j'avais pas envie de la mettre. Enfin, je suis toujours présent sur Instagram, mais c'est plus mon canal d'acquisition principal. Ok. Du coup, t'as décidé de diriger un petit peu on va dire tes canaux d'acquisition. En fait, c'est ça la magie de l'entrepreneuriat, c'est que tu choisis. C'est que tu choisis ce que tu veux faire, tu choisis ce que tu aimes faire. Alors bien évidemment, hein, des fois tu es obligé de faire des choses que tu n'aimes pas faire. Tout n'est pas, enfin c'est pas le monde des bisounours non plus. Mais tu peux choisir. C'est-à-dire que moi je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. À côté de ça, j'avais d'autres techniques que j'avais commencé à mettre en place, d'autres techniques qui me correspondent plus. Bah j'ai misé là-dessus. C'est-à-dire que moi j'ai développé à fond le partenariat. Ok. Vraiment, j'ai développé à fond le partenariat. Donc du coup, du partenariat qui peut être gagnant-gagnant ou du partenariat qui va être rémunéré. C'est-à-dire que je vais commissionner Ok. la personne qui va me faire une recommandation. Et là, c'est quoi? Du coup, c'est des partenariats en local. Non, pas que. Non, pas que. Non, Ok. c'est l'avantage. Et moi, c'est ce que enfin, je le mets beaucoup en avant aussi auprès des personnes que j'accompagne, c'est que la communication, il faut mixer le en ligne et le hors ligne. Sauf si on a un business 100% qui dépend d'internet, mais en principe, il y a toujours du business à se faire, il y a toujours des clients à trouver en hors ligne. Ok. Donc déjà, je leur dis, ok, les réseaux sociaux c'est très bien, fais-le, mais ne néglige pas le local, ne néglige pas le hors ligne parce que c'est puissant. Ensuite, je vais leur expliquer, on va parcourir toutes les techniques qui existent parce que l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que tu vas choisir des techniques qui correspondent à ta cible et qui te correspondent à toi. Et il y a des techniques qui vont être court terme, c'est-à-dire qui vont pouvoir te rapporter des clients assez rapidement, puis d'autres qui vont être un peu plus long terme, comme par exemple le référencement sur Internet, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est plus une technique que je considère long terme, avant d'avoir des clients qui vont être avant d'avoir via les réseaux sociaux un flux constant de clients, ça se fait pas du jour au lendemain. Oui, tout à fait. Donc du coup, c'est une technique long terme. Par contre, le partenariat, par exemple, c'est une technique court terme. C'est-à-dire que tu vas travailler avec des gens qui ont déjà du réseau, qui ont déjà des clients potentiels qui correspondent à ta cible. Donc qui, une fois que tu l'as mis en place, peut potentiellement le mois suivant t'apporter 1 ou 2 clients. Ok. C'est ultra puissant. Et il y a plein de techniques qui sont, voilà, qu'on sous-estime ou auxquelles on ne pense pas. Parce que directement, ok, les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, parce que je pense on a une image aussi des comptes où il y a énormément de followers ou alors Ah, mais c'est ultra deux, puissant. trois gros en fait comme ça qu'il faut que tu te dis bah en fait c'est entre guillemets facile. Enfin en tout cas c'est l'image je pense Oui, que tu t'en fais et que les bien créateurs sûr. d'entreprise s'en font. Ouais. Si tu te dis c'est facile, voilà, faut juste des followers et derrière bim ça va le faire. Alors que moi je pense pour avoir quelques potes qui sont aussi dans le domaine. Faut pas forcément avoir beaucoup de personnes qui te suivent, mais il faut déjà Non. avoir une audience déjà de qualité. si C'est je puis dire. ça, c'est ça. Alors, les abonnés ne te feront pas vivre, hein. Ça, c'est sûr que c'est pas, tu peux avoir 10 000 abonnés et pas faire de vente, comme tu peux en avoir 300 et commencer à générer des ventes. Donc ça, déjà, faut complètement décorréler le fait que, ok, il faut absolument des dizaines de milliers d'abonnés pour vivre. C'est pas du tout le cas. Sauf Ok. si tu as des offres à 10 euros. Mais si tu as des offres un peu premium, non, tu peux vivre avec peu d'abonnés. Par contre, faut qu'ils soient enfin, faut qu'il y ait une vraie alchimie qui se passe entre ce que tu génères, ton attitude, la façon dont tu vas gérer tes réseaux sociaux et les abonnés qui vont te suivre. Ok. Parce que du coup, tu as quand même de la concurrence sur les réseaux sociaux, donc faut que tu sois, par exemple, je sais pas, tu te lances dans le graphisme ou le design d'espace, ou peu importe. Tu vas y en avoir plein sur les réseaux sociaux, donc il faut que tu sois quand même la personne dans laquelle tu vas être, tu vas être attachant,
dans lequel les personnes, les abonnés vont se reconnaître, vont Ouais, contacter, faut que t'aies ta petite vont touche se connecter perso. émotionnellement. Ouais. Faut que t'aies ta petite touche perso qui correspond à d'autres personnes, C'est via tout, ça. de toute façon. C'est ça, mais c'est ultra puissant. C'est clair que les gens qui aiment ça et qui ont il y en a qui ont des facilités à être percutants parce que du coup ils vont avoir une personnalité, tu vois, qui est un peu édulcorée, donc du coup ça va se ressentir et ça va matcher direct. Donc il y en a qui sont vraiment faits pour animer et pour avoir une communauté sur les réseaux sociaux. Ok. D'autres, ça va être demander plus de travail. Mais après, faut le savoir. Par contre, c'est clair, c'est indéniable, c'est très puissant. Mais c'est pas la seule technique qui C'est existe. pas les seules techniques. Donc toi, t'as décidé, on va dire, de développer en parallèle des partenariats. Notamment, ouais, c'est pas que, mais aujourd'hui, ouais, j'ai un flux important qui vient des partenariats. Ok. Et donc justement, maintenant avec tous ces partenariats, comparé à ton quotidien avant en banque et ton quotidien maintenant aujourd'hui, maintenant une journée type ou peut-être pas une journée type, mais plutôt une semaine type ou 15 jours type, Ouais. ça ressemble à quoi maintenant ton quotidien? Comment tu organises tes journées, tes semaines, par rapport à ta vie pro, par rapport à ta vie perso? Bah déjà, je travaille à domicile. Ouais. Bah, j'ai la chance par contre d'avoir une dépendance. Donc c'est-à-dire que du coup, je travaille dans cette dépendance. Donc j'ai un peu ce côté, ok, je vais au boulot. J'ai 10 pas à faire, mais il y a quand même, ok, mon bureau, il est pas dans mon espace de vie. Ok. Donc donc du coup, ma vie, voilà, mon quotidien, c'est de faire ces fameux 10 pas pour aller au boulot. Et puis après, c'est une activité, par contre, mais qui me convient totalement, qui est ultra statique dans le sens où une grosse majorité des contacts que tu vas avoir va se faire en visio. Ok. J'échange énormément par mail, sur WhatsApp et en visio. Et en visio. Ouais. Donc ma journée type, ça va être 1, 2, 3 visios avec un partenaire, avec 2 clients par exemple. Entre-temps, ça va être améliorer un peu les process actuels, tu vois. Travailler sur la vision, les stratégies que je mets en place. Aussi, je pense, par rapport à ça, c'est peut-être plus une habitude que tu dois avoir à la banque, la préparation des rendez-vous que tu fais. Pas spécialement, non? Alors si, Si, ouais. bien évidemment, ouais, une préparation, mais en fait qui n'est pas du tout la même en fait. Non, mais après, c'est dans le principe. C'est En dans le fait, on est plus. principe, Ouais, aujourd'hui, je suis plus dans la conversation, dans la discussion, dans ok. l'échange. Et après, mes accompagnements, je les connais tellement par cœur Hmm. que c'est pas le même type de préparation. Ouais. Ok. Mais ouais, il y a quand même une petite préparation. Et Ouais, puis, bien sûr. ok. Traitement des mails et puis les rendez-vous. Ouais, ça reste une journée de bureau, quoi. C'est une journée de bureau où tu es devant un ordinateur. Alors, il y en a, ça les fait pas rêver du tout. Hein. Hmm. Des fois, j'ai accompagné des artisans, jamais ils feraient ce que je fais. Comme moi, je suis pas incapable de faire ce qu'ils font. Mais moi, ça me correspond. Tu vois, j'étais un peu ours. Ça me permet d'avoir des interactions, mais d'avoir de pouvoir être dans ma bulle assez facilement. Moi, ça me correspond en tout cas. Ok. Après, concernant toujours ton volet entrepreneurial, je pense que tu as eu des peurs et des inquiétudes pour te lancer Ouais. dans ton activité. Donc déjà, note ça dans un petit coin de ta tête, tes peurs et tes inquiétudes quand tu t'es lancé ou juste avant. Et est-ce que tu en as encore à l'heure actuelle? Je pense qu'elles ont changé ou que il y en a qui sont sensiblement les mêmes. Déjà, quand tu étais salarié, est-ce que t'as eu, voilà, est-ce que tu as eu un petit peu peur? Quel sujet, en fait, t'inquiétait un petit peu? Alors, oui, il y avait des peurs, bien évidemment. Je pense que la personne qui se lance sans peur, c'est peut-être pas. Je pense qu'elle a pas forcément mesuré tout ce qui se préparait. Le gros avantage, et c'est ce que je dis, moi j'ai beaucoup de chance par rapport aux clients que j'accompagne qui se lancent, c'est qu'en fait l'entrepreneuriat, je sais ce que c'était. Enfin, j'ai quand même accompagné des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs, soit à créer leur entreprise, soit à la gérer. C'est-à-dire que toutes les astuces, je les connaissais. Tu vois, le business plan, les chiffres, les aides, tout ça, je connaissais. Ok. Et j'avais le réseau aussi. Et le réseau qui est précieux. Donc en fait, j'avais déjà, par rapport à ceux que j'accompagne et qui se lancent et qui connaissent pas tout ça,
j'avais déjà quand même de gros avantages. Et ça, je les avais identifiés, j'en avais conscience. Ok. Donc du coup, ça me mettait quand même dans un confort. Et ça diminuait justement les peurs et les doutes que je pouvais avoir. De deux, j'avais bien travaillé tout l'aspect financier. Je savais qu'au niveau finance, avec les aides que j'avais bien abordées, j'avais bien travaillé sur mes objectifs, qu'il n'y avait pas de problème déjà sur les 2 prochaines années. Ok. Tout ça, c'était clair, c'était maîtrisé. J'avais géré mes investissements. Je savais que pendant 2 ans, je ne perdais pas d'argent. Donc, encore une fois que ça, je l'ai conscientisé, les peurs, elles disparaissent. Troisièmement, j'ai eu un gros soutien de mon entourage. Donc ça aide. Ça aide à diminuer les peurs. Je sais qu'il y en a des fois qui ont beaucoup de bâtons dans les roues à cause de ça. Et moi, ça n'a pas été mon cas. Ça n'a pas été ton cas, ouais. Donc, encore une fois, ça a aidé. Et une grosse fierté de me dire aujourd'hui, ok, je savais qu'un jour je voulais entreprendre, ça y est, je vais le faire. Donc, du coup, il y avait plus cette euphorie que cette peur. Et moi, je le dis, en fait, la peur, elle vient de quoi quand tu te lances dans l'entrepreneuriat? D'une méconnaissance. C'est-à-dire que, ok, tu as une idée, tu veux le faire, mais tu sais pas comment tu vas trouver tes clients, quelles sont les aides, par où il faut passer. Donc, c'est normal d'avoir peur. Mais une fois que toutes ces questions, tu as une réponse. Ok, tu sais quelle stratégie tu vas mettre en place, tu sais quelles aides tu vas avoir, tu sais quelles sont les étapes pour y arriver, tu sais comment tu vas trouver tes clients, quelle stratégie tu vas mettre en place, quelles sont les étapes administratives, quelles sont les peurs en fait. Ouais, après, en fait, tu as moins de peur. Et on va dire le plus dur après, c'est simplement d'agir, en fait. Ouais, De c'est se lancer d'agir. et de... Ouais, c'est de se lancer. Mais en fait, c'est tout le monde a peur parce qu'au début, personne ne sait comment ça va se passer. Mais une fois que tu as travaillé sur ton projet, que tu as conscientisé toutes les questions, toutes les inconnues. Toutes les inconnues, ok, tu as une réponse sur toutes les inconnues, tu sais comment ça va se passer, tu sais comment tu vas t'organiser. En fait, t'as plus peur, t'es serein dans ton projet. Ça fait plusieurs mois que tu le prépares. Ok, il est béton. Puis tu t'en as imprégné pendant des mois, tu vis le projet, tu sais que ça va te créer ton cadre de vie idéal. Il y a plus de peur. Maintenant, faut y aller. Et puis surtout, si on a en plus balayé tout l'aspect financier, qu'on l'a sécurisé, parce que souvent c'est les finances. Là, c'est, ouais, je dirais 90-95%. Il y a une grosse partie, c'est les finances, hein. c'est le financier. Donc une fois que ça, tu l'as aussi calibré, tu l'as validé, il y a plus de peur. Et puis, si ça fonctionne pas, c'est pas dramatique. Oui. Ça aussi, l'entrepreneuriat, peut-être que ça fonctionnera 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans, mais c'est pas une fin en soi. Déjà, tout ce que tu vas vivre grâce à l'entrepreneuriat, ça sera magique. Il faut que ce soit magique, parce que moi, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, en fait, qui sont lancés assez vite, qui n'ont pas travaillé leur projet et qui sont plus à faire des insomnies, parce qu'en fait, ils vivent au jour le jour. Ça, c'est catastrophique. Donc, l'entrepreneuriat, attention. Faut bien le travailler en amont, parce que ça peut aussi être l'effet inverse. Et même si ça s'arrête, t'as acquis tellement de compétences, moi c'est ce que je dis, que tu vas devenir sexy en fait sur le marché du travail. Par rapport à une personne qui a jamais pris de risque, tu vas développer des compétences qui vont être énormes, transversales, dans plein de domaines d'activité. Et demain, tu t'arrêtes, tu vas postuler n'importe où, t'es pris direct. Tu vas tellement acquérir de compétences en communication, en marketing, en gestion, en finance, en administratif, en social, tout. Oui. Que t'es hyper attractif. Et en plus, tu vas développer des compétences sans le savoir. En fait, elles vont devenir natives en toi. Et donc, du coup, sur le marché du travail, aucun problème. Et tu retrouveras un job, et puis après, peut-être que quelques années après, tu recréeras une boîte. Puis, je pense que c'est aussi un peu plus notre mentalité à nous, à la différence, par exemple, des Américains, où peut-être aussi la peur de l'échec, la peur de se dire, je me suis lancé, j'ai pas réussi. Ah ouais, c'est très fort. Et basta. Ouais, la peur du jugement, de se dire ok. Mais moi aussi, je l'ai quand même un petit peu, bien évidemment. Tu peux pas l'éradiquer totalement. Si un jour j'échoue, je m'en voudrais, enfin un petit peu. Après, ça passera. Tu l'as toujours un petit peu, mais je veux dire, en fait, t'y penses pas. Oui, puis tu n'auras pas le regret aussi. C'est ça. Autour de 50, 55 ans, ou peut-être même autour de 45 ans, je sais pas, à te dire, putain, si j'avais su quand j'étais plus jeune, que j'avais ce fou, que j'étais hyper dynamique, pourquoi j'ai pas fait ça alors que ça me trottait en tête? Là, au moins, t'essayes, ça marche. Bah, tant mieux, ça marche pas, et bah, tant pis. C'est la fameuse phrase, est-ce qu'il vaut mieux vivre avec des remords ou avec des regrets? Exactement. Donc, du coup, il vaut mieux vivre avec des regrets. Exactement. Mais bon, ok. Donc, belle partie sur l'entrepreneuriat. Ouais. Avant de passer au sujet d'après, c'est une petite aparté.
J'ai vu aussi, moi j'ai fait ça en début d'année, que tu avais fait une partie enseignement. Oui. Donc du coup à l'IUT Oui. de Rouen, c'est ça? Ouais. Je suis retourné où on était dans les mêmes classes, au même endroit. Justement, j'avais deux, trois petites questions par rapport à cette partie-là. Parce que moi, je l'ai fait aussi sur le début d'année et je trouve que de passer d'élève à enseignant, il y a un fossé enfin, il y a un fossé énorme dans le sens où quand moi on m'a proposé d'enseigner, on m'a dit bah faut que tu fasses tel sujet. Donc sur le coup, j'étais super content. Je me suis dit bah oui, bien sûr, je vais enseigner. En plus, à l'époque, moi j'étais en licence, donc on avait des intervenants, donc on avait des professeurs Oui. et on avait des intervenants. Et en fait, je pense comme beaucoup, moi j'ai jamais bien aimé l'école, Oui. sauf quand j'ai eu ces intervenants. C'était des gens Des en fait, professionnels, quoi. des professionnels qui travaillaient en fait, entre guillemets dans la vraie vie. Hein. Oui, Alors oui, je veux oui. pas du tout dénigrer Non. le métier d'enseignant, qui est un beau métier, mais voilà, des gens qui avaient quand même de l'expérience dans leur domaine, dans les domaines en fait d'apprentissage. Et sur le coup, quand on est venu me chercher, j'ai dit waouh, c'est top, mais vraiment. Et après, quand il m'a dit, bah le directeur de la licence m'a dit, bah faut que tu donnes 12 heures de cours sur tel sujet. Ok, bah qu'est-ce que j'ai pour m'aider? Ah mais non, mais ça tu te débrouilles. Du coup, donc toi tu enseignais donc déjà tu enseignais quelle matière? Alors, j'enseigne technique de financement et business plan. Technique. Ok. Donc Donc, après, tu vois, et sur une filière entrepreneuriat. c'est quoi comme GEA, option entrepreneuriat. Ok. Ah c'est nouveau ça. Ouais, c'est nouveau, ouais. Ok. Et donc, tu vois, ça correspond vraiment à ce que je fais aujourd'hui. Et comme toi, j'ai été surpris. On te donne un cours, un intitulé, un programme qui fait 4 lignes, et débrouille-toi. Ouais. Et j'ai passé un temps à construire les programmes. Alors, business plan, non, parce que business plan, Ça tu l'avais déjà. ouais, je l'avais déjà, tu vois, ça, c'était très facile. Mes techniques de financement, qui faisaient davantage appel à mon métier de banquier, j'ai mis un temps à le construire. Parce qu'en fait, toi, c'est clair dans ta tête, tu as toutes tes Oui, idées, mais oui. de le retranscrire Oui. et de te dire que tu dois en fait l'apprendre à, tu vois, Oui. à des élèves. Oui. Je trouve qu'il y a un gap qui est énorme. Ouais. J'étais pas du tout rentable, vu le nombre d'heures que j'ai passé, parce que tu es rémunéré uniquement à l'heure de cours. Et Oui, pas, sur le papier. et tout le travail de préparation et d'évaluation n'est pas rémunéré. Oui. Donc, t'es pas du tout rentable. Du moins, pas la première année. C'est, je pense, en le faisant plusieurs années, du coup, ton programme, une fois qu'il est fait, il est fait. T'as juste à le mettre à jour. Mais t'es vraiment lâché dans la nature. Par contre, d'un côté, t'as une totale autonomie. C'est aussi ça qui est agréable. Mais, j'ai été surpris, voilà, du peu de cadrage qu'il pouvait y avoir. Et vraiment, en me disant, bon, bah, tu le montres même pas à qui que ce soit ton programme, hein. C'est vraiment, on te fait confiance, vas-y, lance-toi, hein. Ah, c'est exactement ça. Par contre, j'adore. J'adore cet exercice. Et donc, toi, t'as donné au total à peu près combien d'heures de cours Là, pas beaucoup, hein, parce que du coup, j'ai commencé en septembre. septembre, ouais. Donc, une trentaine. Une trentaine d'heures. Ah, ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme. Enfin, moi, j'ai fait 12 heures. Donc, Oui. il y a quand même pas mal de prépa derrière. Ouais. Ouais. Il y a pas mal de prépa, mais j'adore. Vraiment, c'est pas l'activité qui sera la plus rémunératrice, hein, loin de là. Mais je vais la conserver. Parce que déjà, ça me sort de chez moi. Ça fait pas de mal aussi. De rencontrer du monde, surtout de rencontrer des jeunes. Alors, peut-être que j'ai eu de la chance, mais j'ai eu une super classe aussi, vraiment. Et des élèves, où quand on m'a dit, quand je suis arrivé à l'UT, et mes anciens profs m'ont reconnu, ils sont même souvenu de mon prénom, certains, où j'étais bluffé. On m'a dit, tu vas voir, ça va être compliqué, la nouvelle génération, je me suis, donne pas très envie. Je vais quand même le faire. J'étais bluffé. Alors, vraiment, peut-être que j'ai eu de la chance. Mais une maturité des élèves, où moi, je me souviens quand j'étais à leur place. Enfin, je pensais avec toi à faire des conneries, à jouer au blackjack et à parler. Exactement. Et alors, je te dis pas qu'ils sont tous disciplinés et qu'ils parlent pas, loin de là. Mais une maturité dans leur vision et dans leur projet où ils vont. Il y en a qui suivent à côté des formations sur l'immobilier. À cet âge-là, j'en étais loin. Oui. Qui ont une vision long terme sur l'entrepreneuriat. Waouh. Ils sont curieux, je trouve. Ils sont curieux. Ils vont poser des questions que je n'aurais jamais posées. Ils sont éveillés sur des sujets auxquels, enfin, le concept m'était totalement abstrait à l'époque. Et j'étais vraiment surpris. Alors, encore une fois, hein, je sais pas, je pense qu'on est en intervenant sur 2 classes, tu peux pas faire une généralité.
mais surpris, agréablement surpris, et du coup, ça me donne vraiment envie de continuer. Bon, bah, tant mieux. C'est vrai que moi, je me suis retrouvé faire des pauses café. Du coup, voilà, Ouais. tu fais la petite pause, tu vas au café, bah, forcément avec les élèves. Et en fait, eh ben, on parle forcément un petit peu de notre perso, de notre vécu, de notre Ouais. expérience. C'est ce qui fait aussi la richesse des échanges et de l'enseignement. Et ben, moi, je suis investisseur immobilier. Et en fait, eh ben, quelques petits jeunes, voilà, qui étaient très intéressés Ouais. par l'investissement immobilier. Et en fait, eh ben, tu pars pour faire une petite pause de 10 minutes. Mm. Et en fait, eh ben, tu pars sur une pause. Moi, je crois qu'on a fait des pauses des fois de 35-40 minutes Ouais. où en fait, poser 15 millions de questions. Et je trouve que c'est hyper riche. Hyper Ouais. riche, hyper intéressant. Et puis, intellectuellement aussi, c'est hyper stimulant. De Ah ouais, non, préparer un cours complètement. Ça, c'est un exercice, puis enfin, voilà, tu te retrouves quand même devant 30 élèves, faut maîtriser le sujet, donc faut que tu le prépares, faut que tu sois adroit, faut que tu sois dynamique, faut que tu donnes envie, enfin, Oui, ça c'est demande ça. quand même beaucoup de compétences. Faut être attrayant, dynamique, et puis je trouve que c'est une belle sortie de zone de confort, Ouais, complètement. dans le sens où, bah, par exemple, ton job de salarié, tu le maîtrises, ton job d'entrepreneur, bon, je pense que tu le maîtrises jamais parce que tu as toujours des choses à Ah oui. apprendre, etc. Mais là, c'est vraiment une sortie de zone de confort, parce qu'en fait, tu démarres de rien, en fait. Mm. Tu démarres de rien. Et oui, oui, c'est vraiment intéressant. Et en plus, c'est accessible. C'est-à-dire, ceux qui nous écoutent, il suffit d'avoir un domaine de compétences que vous maîtrisez, hein, grâce à vos diplômes, soit grâce à votre expérience, soit grâce à vos passions. Il y a fort à parier qu'il y ait des écoles proches de chez vous qui recherchent des professionnels justement pour enseigner. Alors peut-être que ça, il y a des momentum hein, qui sont forcément, si vous arrivez au mois d'octobre, bah généralement tout est déjà bouclé parce que du coup vous arrivez juste en début d'une année de scolarité. Mais au mois de mai, juin, il y a pas mal de va-et-vient, des fois des nouveaux cours qui se mettent en place parce que les programmes changent assez rapidement. Et il peut y avoir besoin de compétences. Et moi, dans l'année, on m'a proposé 2 fois des cours que j'ai refusés parce que c'est Ok. pas du tout dans mon domaine de compétences, mais que voilà que j'aurais pu avoir quoi. Et du coup, ça va être un autre indépendant, peut-être comme moi, qui va réaliser les cours et certainement d'ailleurs parce qu'ils ont été pourvus. Donc ça peut être intéressant pour la personne qui veut commencer soit à s'extraire de son job, soit pour avoir un complément de rémunération, soit pour acquérir d'autres compétences, sortir un peu de sa zone de confort. Si vous avez une maîtrise d'un sujet particulier, n'hésitez pas à solliciter les IUT, les CFA, les écoles. Voilà, il y a fort à parier qu'il peut un jour y avoir besoin de vous. Encore plus, je pense, pour les personnes qui veulent se lancer dans tout ce qui est formation, accompagnement, Ouais. c'est un premier exercice Ouais, qui c'est est, ça, c'est ça. où tu sais, tu te dis, enfin, franchement, quand tu le vois avec le recul, tu te dis, ouais, c'est bon, c'est des gamins, ils ont 18, 20 ans. Mm. Sauf qu'en fait, quand tu commences vraiment à préparer tes cours et à être devant toute la classe, c'est au tout début, t'as Mm. beau ne pas être timide, t'as beau avoir une expérience de folie, entre guillemets, dans ton job, bah, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Le premier cours, je me souviens, il faisait chaud dans une salle. C'était le mois de septembre, il faisait encore beau. J'ai mouillé le t-shirt. Hein. Et non, Énorme. c'est quelque chose au début. Hein. Ah oui, ouais. Non mais voilà, du coup, avant de passer sur le sujet d'après, je voulais faire un petit aparté à ce niveau-là. C'est vrai que ça peut être hyper intéressant. Ouais, On vous le conseille. complètement. Maintenant qu'on a parlé de ta partie voilà salarié, partie entrepreneuriale, moi en fait, je fais des interviews sur des entrepreneurs et aussi des investisseurs. Je voulais savoir si tu avais déjà investi en règle générale, voilà, que ce soit dans ta résidence principale, dans du locatif, en bourse, dans tout et n'importe quoi, l'or, enfin, je sais pas, bah, je suppose que déjà tu as investi dans ta résidence principale, tu parlais de ta maison, voilà. Oui, oui, la résidence principale, Donc oui. tu as investi dans ta résidence principale. Ouais. Est-ce que tu as fait d'autres investissements que Mm. tu fais plus encore que tu fais peut-être plus tout de suite, Ouais, mais est-ce ouais, que bien sûr. tu en as fait Oui, bah la bourse, hein, c'est vrai que bon, surtout quand tu es dans le domaine bancaire, c'est quelque chose dans lequel quand même tu es un peu plus familier. Donc forcément quelques opérations en bourse, Ok. achat d'actions, achat-revente. Ça a plutôt bien fonctionné, notamment à l'époque du Covid. Mais voilà, hein, ça a toujours été quand même assez prudent. Ok. Après, c'est tout. C'est-à-dire que j'ai investi dans mes compétences, Ok. qui est un investissement, je pense que voilà, qui est important dans une vie, dans le sens où aujourd'hui, c'est ce qui me permet aujourd'hui, bah, de générer mon revenu actuel. Donc, c'est un investissement important. Et j'ai toujours un regret,
c'est de jamais avoir tenté l'investissement en immobilier. Alors c'est pas aujourd'hui j'ai 30 ans hein, donc ça viendra. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais c'est quelque chose dans lequel j'ai besoin Te rassurer peut-être, non? Ou même pas, non? de maîtriser. Je maîtrise pas suffisamment le sujet, D'accord. donc j'ai besoin de me mettre à niveau. Sauf que aujourd'hui, j'ai pas le temps. Enfin, du moins, j'ai pas de charge mentale assez importante à consacrer pour me former dans Oui, l'immobilier. t'as d'autres priorités. Parce que j'ai d'autres priorités, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai quand même ma vie de famille qui est importante, une grosse charge mentale liée quand même à mon projet entrepreneurial. Donc, j'ai pas de temps à me mettre à niveau là-dessus. Alors, je pourrais tout de même en déléguer en me disant bon bah voilà, je fais appel à quelqu'un qui s'y connaît super bien, mais j'y arrive pas. Okay. J'ai besoin d'avoir une maîtrise et je me dis que voilà, une fois que je serai posé sur mon activité, j'aimerais tenter l'expérience. Toi, je sais que toi, t'as bien franchi le cap. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors, moi, tout comme toi, hein, moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 20 ans. Ouais. Mon premier investissement, je crois que je l'ai fait en 2019. Donc, tu vois, je devais avoir 26 ou 27 ans. Donc, j'ai quand même mis 6 ans à franchir le cap pour acheter une RP. Hein. Donc, déjà, juste... Alors après, moi, c'est parce que j'ai beaucoup aussi bougé géographiquement. Et après, tout s'est enchaîné. Tu vois, j'ai acheté ma première résidence principale et après, le locatif. Et moi, ce qui me faisait peur au tout début et qui me faisait moins peur, en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans ma carrière, c'était la partie fiscalité. En fait, nous, on était formés en banque. Ouais. Alors, on était formés, mais je m'y intéressais pas forcément. Ouais, pareil. Et à partir du jour où tu te dis, putain, j'aimerais faire du locatif, et ben là, t'es jamais aussi compétent en fiscalité que quand... Voilà, donc moi, c'était surtout la partie fiscalité. Et puis après, voilà, au début, c'était de la location meublée. J'ai tout de la location nue. Ça me faisait peur de me lancer dans la location courte durée. Je me suis lancé dedans et au final, ça se passe très bien. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un cap à franchir, ouais. T'as investi dans l'immobilier dans pas mal d'éléments différenciants, du coup, résidence principale, immobilier pur, court terme, enfin saisonnier, comment t'appelles ça? Ouais, location courte durée. Ouais. Location courte durée, du coup, t'as fait les trois là. J'ai fait les trois, ouais. Ok. Enfin, j'ai fait les trois, je fais encore les trois et puis c'est bien parti pour continuer. Hein. C'est bien parti pour continuer. Alors j'en ai financé en plus des bâtiments en immobilier quand j'étais dans la banque et autres, des investissements. Mais j'ai jamais eu le cran ni le déclic pour le faire. Pourtant j'ai envie, hein. Ça fait des années où je dis à ma conjointe, qui elle est en plus frileuse là-dessus, à lui dire allez viens on franchit le cap. Une fois j'avais fait 1 ou 2 visites. Ouais si j'avais fait 1 ou 2 visites, mais en fait je pense que ce qui me freine le plus, c'est d'être strictement incompétent dans les travaux. C'est-à-dire que moi, tu me demandes quoi que ce soit, je ne suis pas capable de te le faire. Donc, je suis dépendant pour tout. Pour te changer une prise, pour tout. J'ai un niveau 0 dans le bâtiment. En fait, c'est ça qui me freine. Et je pense que c'est ce qui freine aussi ma conjointe, dans le sens où je vais forcément dépendre de mes proches et j'ai pas envie de les embêter avec ça. Ou alors, il faudrait que je les inclue dans le projet. Et il y a un locataire qui m'appelle, il me dit il y a une fuite ou un truc bateau. Je sais pas faire. Mais ça, après, j'avoue que c'est des freins qu'on se met. Alors moi, c'est facile dans le sens où j'ai mon papa qui sait tout faire. Donc pour cette partie-là, c'est vrai que travaux, on va dire basiques, il est là, tu vois. Mais pour côtoyer beaucoup de personnes qui sont dans l'immobilier, qui n'ont pas forcément l'entourage qui est dans le milieu, et voilà, il y en a un paquet qui savent même pas poser un tableau au mur, qui savent même pas poser un clou, mais qui font appel à des artisans. Je pense que c'est ça, moi. Mon plus gros frein, il est là. C'est de me dire, le jour où il y a un petit truc à faire, est-ce que je suis obligé de faire appel à un artisan à qui je vais faire appel et combien ça va me coûter juste pour un petit truc banal, quoi. Donc du coup, que ça mange ma rentabilité. Donc, peut-être un autre domaine dans lequel tu te pencheras dans quelques années. Dans quelques années, faut pas, plus tu le fais tôt, mieux c'est, mais je pense qu'un jour je franchirai le cap, Ta petite île. Bon, écoute, je te le souhaite. J'ai une avant-dernière question, où je voulais te demander un petit peu, si tu fais du sport. Et quels sont voilà. J'ai ma réponse. Du coup, tu fais pas de sport au quotidien, non? Pas trop, non? Pas du tout. Pas du tout. Il me semblait avoir vu, je crois que tu faisais c'était pas du step, c'était de quoi? Du squash? Du vélo, du tapis de course. Du tapis de course, voilà, c'est ça. Il y en a un dans mon bureau. Ouais. Je le vois tous les jours, il prend la poussière.
Il est dans mon bureau à 2 pas et ouais, il me sert à entreposer de temps en temps des petites choses. C'est une catastrophe. Je repousse et je repousse et je repousse. Et pourtant, il faudrait que je me remette au sport. Surtout le fait de travailler à domicile, il y a ton hygiène de vie du coup qui fait que en fait t'es statique quoi tout le temps. Tu fais peu de Ok. pas dans la journée mais j'ai besoin d'une activité à plusieurs. Ouais. Je peux pas aller courir, je peux pas aller dans une salle de sport ou alors si dans une salle de sport mais je vais faire que discuter du coup. En fait, j'ai besoin d'un effet de groupe Tu disais, tu pour me parlais là vite motiver. fait de squash. C'est plus des sports du coup ou Alors soit un contre un parce que du coup il va y avoir l'aspect ouais. compète. Mais une compète tout seul, moi, à me fixer des objectifs, non, ça Non, marche ok. pas. Soit l'aspect groupe, tu vois, un soccer, où on va être un 5 contre 5, ou voilà. Enfin, moi, j'aime bien, ouais, ou un handball, ou un volley, Ok. ou du badminton, tu vois, un truc en groupe. Ok. J'ai besoin de ça, mais je repousse l'échéance constamment. Je n'arrive pas. Parce qu'en fait, j'ai aujourd'hui un niveau cardio 0. Il faut que je reprenne le cardio avant de me remettre au sport. Et donc, du coup, ça fait effet boule de neige. Essayer de se lancer. Alors après, moi, ma question, c'était sur le sport, mais c'était aussi sur en fait, les hobbies, les passions. Du coup, bah, on met le sport un peu de côté, mais du coup, est-ce que tu as, voilà, une ou deux passions ou des hobbies, quelque chose qui t'anime au quotidien, en fait, bah, en dehors de ton job? Oui. Après, j'ai toujours un petit aspect geek. J'aime bien suivre l'environnement du jeu vidéo, même si je joue pas parce que du coup, j'ai plus le temps. J'aime bien de temps en temps avoir des petites lectures, comics, mangas, même regarder des animés. Ça me replonge un peu en enfance. Puis même, je trouve qu'il y a des animés il y en a plein qui sont pour les adultes. Donc j'aime bien ça. Je passe pas mal de temps aussi sur YouTube en termes de divertissement. Après, je sais pas, j'ai l'impression d'être triste, non? Je sais pas, Ah non, non. je sais pas. J'ai pas une passion sur lequel je suis à fond dedans. Non. Je passe énormément de temps à m'occuper de mon fils, du coup, je vois pas le temps passer. Et je pense que ouais, c'est ça aujourd'hui. Mais du coup, Mon- ta passion, ton hobby, c'est, entre guillemets, t'as déjà bien développé ta vie de famille, être serein dans ta vie de famille. Il y a peut-être aussi ça, du coup. Ouais, Pour c'est moi, ça ça. en En fait fait, partie, hein. c'est vrai qu'une fois que j'ai fini le boulot, ça me prend énormément de temps à faire des balades, à s'occuper tout simplement chacun, ma conjointe, mon enfant, puis chacun mutuellement. On va dire que c'est ça, Ouais, mais mon hobby. c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Chacun a sa vision. Et justement, ça m'amène moi à la dernière question du podcast. Et ça, je la pose en fait à chaque invité. Et j'aime bien cette question parce que du coup, il y a personne qui répond pareil. Ah, C'est pour toi, réussir ta vie, c'est quoi? Ta vision à toi. ok. Alors, Ah, j'adore cette question. C'est vrai que, elle est intéressante. Je pense que réussir ma vie, pour moi, c'est avoir déjà un équilibre pro-perso. ok. C'est-à-dire que pour moi, le pro reste ultra important dans le sens où je suis obligé de m'épanouir dans ce que je fais, sans pour autant me retrouver comme j'ai pu l'être, dépendant d'une activité et me retrouver dépassé justement par celle-ci, faire des crises d'angoisse, être mal dans mon job. Tu vois, il faut quand même que j'ai le contrôle et que je prenne du plaisir. Donc, Ok. réussir ma vie, c'est prendre du plaisir au niveau pro, en gardant l'équilibre perso. Donc, du coup, pouvoir m'occuper de mes proches, pouvoir avoir beaucoup de temps libre, avoir un revenu suffisant justement pour correspondre à mon train de vie, sachant que j'ai pas un train de vie qui est démesuré, mais avoir un revenu qui va être suffisant pour me faire plaisir, pour pas regarder à la dépense. Donc, on va dire que tout simplement c'est ça, c'est pouvoir continuer mon petit bonhomme de chemin avec mon petit équilibre actuel comme je l'ai aujourd'hui, prendre du plaisir. Je suis pas quelqu'un d'extravagant, j'ai pas besoin de voyager partout. Moi, mon équilibre, il est là. Il est là. Ouais. Donc réussir, ça serait pouvoir faire ça toute ma vie, continuer comme ça. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie pour cette interview. Alors, on peut te retrouver du coup concernant ton activité sur ton compte Insta. Bien sûr, oui, je suis actif, hein, je reste actif et on peut me contacter donc sur mon compte Instagram La Belle Vie Pro et sur mon site internet qui s'appelle également La Belle Vie Pro. Ok. Bon, bah écoute. Merci bien en tout cas, PH, pour cette interview. Merci Romain.